Ce lundi 27 avril, pendant que Kinshasa transpirait sous un soleil de fin de saison humide, une cour d'appel posait les premières pierres d'un procès qui engage notre mémoire nationale. Dans nos vues, la question de la sécurité publique est arrivée au Parlement sous la forme d'une motion. Et sur les marchés financiers internationaux, la RDC défendait pour la première fois le nom de son eurobond face à ses créanciers. Bienvenue sur Inside News RDC. Bonsoir à vous depuis Kinshasa, Bukavu ou Mbandaka. Et bonsoir aussi depuis Bruxelles, Montréal et Dubaï. Ce soir, l'actualité congolaise parle simultanément de justice, de sécurité et d'argent. Ces trois registres ne sont pas séparés. Ils racontent la même histoire, celle d'une nation qui cherche à tenir debout sur trois fronts à la fois. Ce soir, nous ouvrons le dossier Freevao, l'argent des victimes de Kisangani, que la Cour internationale de justice avait attribué à des familles identifiées, a transité par des circuits qui n'avaient rien à voir avec ces familles. Des noms ont été prononcés à la barre. Nous les nommons ce soir. Nous posons aussi la question que le Parlement n'a pas formulée clairement. La RDC dispose-t-elle d'un programme sécuritaire cohérent ou seulement d'un budget? Et nous examinons ce que la RDC a emprunté sur les marchés mondiaux. Pourquoi et à quel prix? En bref, ce soir, l'impasse de Montreux et la reprise des combats à l'Est. Un scandale diplomatique à Kampala, des militants arrêtés à Kintambo, le cuivre qui quitte Kisangani pour la première fois dans l'histoire de la Chopo, et un bébé né à 10 000 mètres d'altitude au-dessus de l'Angola. Les faits, tous les faits, c'est parti, voici votre journal. Le 21 avril 2026, la Cour d'appel de Kinshasa a ouvert le procès de Chansard Bolokona, ancien coordonnateur intérimaire du Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, le Freevao. 18 chefs d'inculpation. L'affaire porte sur des détournements présumés de la première tranche de 194 millions de dollars versés par Kampala en exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice. Cette décision de la CIJ condamnait l'Ouganda à verser 325 millions de dollars à la RDC pour les exactions commises entre 1998 et 2003. La guerre dite des 6 jours à Kisangani. Des familles identifiées, des registres de victimes, une dette historique officiellement reconnue. L'argent est arrivé. Mais selon les éléments exposés à la barre lors des audiences du 24 avril, 27 ans après les faits, ces familles attendent encore. Le gouvernement congolais a suspendu le mécanisme de distribution en avril 2026, précisément parce que les enquêtes sont en cours. Les accusations contre Bolukola sont précises. Des marchés conclus en violation de la loi congolaise sur les marchés publics. Des virements effectués avant la signature des contrats. Des montants transférés à des sociétés dont ni le conseil d'administration du Freevao, ni la Société nationale d'électricité n'avaient connaissance. Mais ce procès ne s'arrête pas à Bolukola. À la question de la Cour sur l'origine de la société Congo Énergie dans le circuit du Freevao, Chansard Bolukola a répondu sans ambiguïté. C'est Constant Mutamba qui a amené cette société. Une correspondance versée au débat, référence CDH C5 CDV 2502 du 11 février 2025 porte son nom et aurait donné instruction formelle au coordonnateur de procéder sans délai à la signature d'un contrat avec Congo Énergie. Or, ce contrat, portant sur 14 999 000 dollars, a été signé le 20 avril 2025. Le virement avait été effectué 3 jours plus tôt. L'argent partait avant le contrat. Constant Mutamba, alors ministre d'État à la Justice, est le même homme qui avait signé l'arrêté ministériel numéro 033 du 12 août 2024, nommant Bolukola à la tête du Freevao, 7 mois après que son propre dossier était en instruction. La Cour de cassation l'avait condamné le 2 septembre 2025 à 3 ans de travaux forcés pour avoir prélevé 19,9 millions de dollars du compte Freevao et les avoir transférés vers une société baptisée Zion Construction, sans siège, sans personnel, sans garantie. Le directeur général de la SNEL, Teddy Luamba, a témoigné à la barre qu'il n'avait appris l'existence du contrat Congo Énergie
que le 9 mai 2025 par correspondance. La SNEL, dont les infrastructures hydroélectriques étaient l'objet même du contrat, n'était pas partie prenante de la transaction. Et une agence belge, Enabel, était déjà sur le terrain pour réhabiliter l'une des turbines concernées. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local, le CREFDL, recommande à la justice de récupérer 34,6 millions de dollars issus de marchés jugés irréguliers conclus par le Frivao entre 2022 et 2025. Le montant total des opérations sous examen pourrait atteindre 50 millions de dollars. 50 millions prélevés sur l'argent que la CIJ avait attribué à des victimes de guerre. Pour chaque Congolais de Kisangani qui attendait réparation depuis 1999, ce procès pose une question simple. Combien de mains ont touché l'argent de son calvaire avant qu'il ne lui parvienne? Le conseil d'administration du Frivao a lui-même constaté, lors de sa session d'avril 2025, qu'il n'avait jamais validé un quelconque projet concernant les 4 millions versés à l'Institut congolais pour la conservation de la nature. La première ministre Judith Suminwa avait suspendu ces procédures dès juin 2025. La justice avait condamné et pourtant, selon les éléments exposés à la barre, d'autres transferts ont continué, dans le même intervalle, sur le même compte. Le ministère public demande désormais la comparution de Constant Mutamba. Le Parlement dispose du droit constitutionnel d'enquête sur la gestion des fonds publics. Qui, dans la chaîne de commandement de l'État congolais, savait que l'argent des victimes de Kisangani ne leur parvenait pas? Les élites qui détournent l'argent des victimes de guerre infligent une deuxième blessure, plus profonde que la première. Et cette blessure-là affaiblit chaque Congolais qui croit encore que l'État peut réparer ce qu'il a laissé détruire. Ce dossier judiciaire pointe une réalité qui dépasse le Frivao. La capacité de l'État congolais à protéger ses propres mécanismes de l'intérieur. Et c'est précisément cette question qui s'est posée cette semaine à travers un débat sur la sécurité publique que la motion déposée contre le ministre de l'Intérieur n'a pas suffi à formuler correctement. La plénière de l'Assemblée nationale est convoquée mercredi 29 avril pour se prononcer sur la motion de défiance déposée le 13 avril par le député Ladi Yangotikala contre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. La motion cible la recrudescence des enlèvements, des braquages et du banditisme urbain dans plusieurs grandes villes. Ce débat sur les personnes est légitime. Il n'épuise pas le sujet. En juillet 2025, le président Félix-Antoine Tshisekedi a promulgué la loi numéro 25047 portant programmation des dépenses de réforme de la police nationale congolaise pour la période 2026-2030. Le budget prévu atteint 2,55 milliards de dollars. Les objectifs affichés sont considérables. 90 000 policiers recrutés sur 5 ans, 1146 commissariats construits, 6 écoles de police. À Kassangoulou, 5 000 policiers sont actuellement en formation. À Kisangani, l'école de Kapalata peut désormais accueillir 2 000 recrues. Ce n'est pas une doctrine sécuritaire. La nuance n'est pas sémantique. Elle est opérationnelle. Pendant que cette loi prenait forme dans les textes, Kinshasa s'enfonçait dans une insécurité qui résiste aux opérations successives. L'opération Dobo, lancée fin 2024, a produit plus de 400 interpellations en février 2026. Et pourtant, selon les témoignages recueillis dans les quartiers de la capitale, les enlèvements contre rançon ont continué, les braquages se produisent en pleine journée, parfois à proximité immédiate des postes de police. En août 2025, le capitaine Junior Mbozo, officier de la PNC, a rendu publique sa démission dans une vidéo largement relayée. Il y dénonçait la collusion entre des officiers de police et des réseaux criminels, décrivant une institution mimée par la corruption, l'inefficacité et des complicités avec les criminels. Sa hiérarchie n'a pas fourni de réfutation factuelle. Le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, le GRIP, a documenté dans une analyse de septembre 2025
que les opérations répressives successives produisent des résultats temporaires sans s'attaquer aux mécanismes structurels qui alimentent la criminalité. Ce que le GRIP souligne en creux, l'absence d'une cartographie criminelle officielle permettant de mesurer le degré de la violence urbaine dans le temps. Sans diagnostic du terrain, comment choisir ou construire les 1046 commissariats? Les standards internationaux en matière de réforme de la sécurité imposent un séquençage précis. Diagnostic de l'état des forces d'abord, doctrine d'emploi ensuite, plan de formation qui précède le recrutement, dispositif de contrôle interne et externe et financement des infrastructures en dernier. Ce séquençage n'est pas bureaucratique. Il est la condition pour que les 90 000 policiers recrutés ne reproduisent pas les comportements que le capitaine Bozo a dénoncés en quittant ses fonctions. Financer une institution sans l'avoir d'abord réorganisée, c'est construire des murs sans fondation. Pour nos compatriotes de Baorumbu, de Massina, de Ngaba, la loi dit que 2026 marque le début du chantier. Ils ne peuvent pas attendre 2030 pour savoir quelle police les protège. Ils ont le droit de savoir aujourd'hui si derrière les 2,55 milliards de dollars votés, il existe un programme sécuritaire réel, pas seulement un programme de dépenses. Mercredi, le Parlement a le devoir de poser cette question à Shabani comme à son successeur éventuel. Parce qu'une police qui protège ses citoyens, ce n'est pas une grâce accordée par un ministre. C'est un droit que la Constitution garantit à chaque Congolais, qu'il habite la Gambé ou Kimbaseke. Ces questions d'argent public, de doctrine et de résultats rejoignent un autre acte posé cette semaine par notre gouvernement. Entrer pour la première fois dans l'histoire sur les marchés financiers mondiaux. Un pari historique. Reste à savoir si c'est un pari maîtrisé. Vendredi 24 avril, devant l'Assemblée nationale, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, répondait à une question orale du député Guy Kabongo sur les conditions et la destination de l'eurobond congolais. L'émission a permis à la RDC de lever 1,25 milliard de dollars sur les marchés financiers internationaux. C'est la première du genre dans l'histoire du pays. Une émission d'eurobond engage la crédibilité souveraine d'un État au-delà de ses frontières. Des pays africains ayant emprunté dans des conditions comparables, le Ghana et la Zambie en tête, ont dû traverser des restructurations de dettes douloureuses lorsque la discipline budgétaire a failli. Les investisseurs institutionnels qui achètent des obligations souveraines ne lisent pas les communiqués officiels. Ils lisent les bilans. Doudou Fwamba a affirmé devant les élus que ces fonds serviront à financer des projets structurants inscrits dans le programme national stratégique de développement 2024-2028, avec les infrastructures et l'énergie en priorité. Il a mis en avant un déficit budgétaire maîtrisé à 2,4% du PIB et une dette publique contenue à 18,1%. Il a déclaré « Nous ne célébrons pas le milliard de dollars mobilisé, mais l'entrée de la RDC sur les marchés financiers internationaux. » Dans le même temps, l'opposant Jean-Marc Abound a révélé lors d'une prise de parole publique que des travaux de construction d'un nouvel aéroport international à Njili sont chiffrés à 700 millions de dollars. Il a qualifié ce projet de scandale financier, estimant qu'il ne représente pas une urgence pour un pays dont les provinces restent enclavées. La modernisation de l'aéroport de Njili figure effectivement dans les priorités du PNSD, confirmées par Kinshasa. L'arithmétique est sans concession. Si un seul projet absorbe 700 millions sur 1,250 milliard levés, la marge disponible pour les routes, les hôpitaux et les centrales électriques des provinces se réduit à une portion congrue. Des économistes spécialisés en finances publiques africaines rappellent une distinction que le discours officiel tend à effacer. L'accès au marché de capitaux est un outil. Sa valeur dépend entièrement de l'usage qui est fait des fonds, de la transparence de leur traçabilité et de la capacité de l'État à honorer ses engagements de remboursement dans 10 ans. Pour les ménages congolais, cette opération est invisible aujourd'hui. Elle sera visible demain dans les routes qu'ils emprunteront ou n'emprunteront pas, dans les centrales électriques qui produiront ou ne produiront pas. La dette souveraine n'est pas une abstraction financière. C'est une obligation que les générations futures
honoreront. Un État qui emprunte au nom de son peuple lui doit en retour l'explication de chaque dépense. L'élite financière de Kinshasa célèbre une première historique. Les entrepreneurs du Maniema et du Tanganyika attendent une route. La classe moyenne de Lubumbashi attend une facture d'électricité qui ne ruine pas leur budget mensuel. Ces attentes exigent que chaque dollar de cet eurobond soit traçable, documenté et soumis au regard de la représentation nationale. Ces grandes questions de finances publiques coexistent ce soir avec une nouvelle qui incarne différemment les défaillances de nos institutions. Dimanche, un vol commercial congolais a été le théâtre d'un événement que personne n'avait prévu et que personne n'aurait dû laisser arriver. Dimanche 26 avril, à bord d'un vol CAA reliant Lubumbashi à Kinshasa, une femme de 30 ans a donné naissance seule à son 5e enfant, assise sur son siège, sans un cri, à 10 000 mètres d'altitude au-dessus du territoire angolais. L'équipage ne l'a su qu'en entendant les pleurs du nouveau-né. 4 médecins présents à bord par chance, dont un pédiatre, sont intervenus. La mère et l'enfant ont été pris en charge à l'atterrissage. Le docteur Emmanuel Lukombe, secrétaire général à la prévoyance sociale au ministère de la Santé et l'un des médecins présents, a précisé que la passagère aurait embarqué vêtue d'une longue robe pour ne pas attirer l'attention de l'équipage. L'issue est heureuse. Elle révèle aussi une absence que la CAA doit expliquer. Les grandes compagnies aériennes internationales fixent des limites claires, embarquement refusé au-delà de la 36e semaine de grossesse. Certificat médical exigé à partir de la 28e semaine. Air France, Lufthansa et des compagnies africaines comme Air Côte d'Ivoire appliquent ces standards, avec une décharge de responsabilité signée par la passagère. La CAA n'a pas rendu publique une politique comparable. Gérer un accouchement à 10 000 mètres peut nécessiter le détournement du vol. La médecine ne se fonde pas sur les coïncidences. Elle se fonde sur les protocoles. La question est simple. À partir de quelle semaine la CAA refuse-t-elle l'embarquement? Nos compatriotes qui voyagent ont le droit de voir cette réponse écrite, appliquée et vérifiable au comptoir. Ce vol qui a vu naître un enfant se pose dans un pays qui, simultanément, voit une autre naissance, celle de sa première grande exportation de cuivre depuis la Chopo. Un signe que la richesse de notre sol peut emprunter de nouveaux chemins. Samedi 25 avril, 99 tonnes de cuivre ont quitté Kisangani à destination de Hong Kong. Ce minerai provient d'Okelenge, dans le territoire de Lubutu, au nord du Maniema. Il a été exploité par la coopérative minière Komako et exporté par la société Mumba Wetu. La Chopo a attendu 3 ans pour délivrer son premier certificat d'exportation de cuivre, une compétence jusqu'ici réservée au Haut-Katanga et au Lualaba. Mouladja Kabamba Francis, directeur provincial du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification dans la Chopo, confirme que la traçabilité a été assurée dans les normes. Des équipes techniques du Haut-Katanga et de Kinshasa ont encadré leurs collègues sur 30 jours. Le territoire de Lubutu est enclavé. À plus de 400 km de Kindu, son accès logistique naturel passe par Kisangani à 240 km. C'est cette réalité géographique qui fait de la Chopo le pivot de cette exportation. La question que nos compatriotes de Lubutu ont le droit de poser est celle-ci. Qui, dans la chaîne entre la coopérative et Hong Kong, garantit que ces revenus reviennent irriguer la province plutôt que de s'évaporer dans les circuits habituels? Cette richesse minière qui prend le chemin de l'Asie s'inscrit dans une diplomatie économique que notre gouvernement a activement menée cette semaine à Washington et à Rome. Mais regardons ces résultats avec les yeux de qui attend, pas seulement avec ceux de qui signe. Du 13 au 18 avril, la première ministre Judith Suminwa a conduit la délégation congolaise aux assemblées de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington. Résultat annoncé au Conseil des ministres du 24 avril. L'Italie s'engage à mobiliser 100 millions de dollars en appui à un programme en cours avec la Banque mondiale. Ce détail mérite attention. Ce n'est pas un financement nouveau, c'est un appui additionnel à un programme déjà existant.
dans le secteur de l'eau. Sur le corridor de Lobito, les discussions portent sur une mobilisation d'investissement estimée entre 4,5 et 5 milliards de dollars. Ces chiffres circulent dans les couloirs de Washington depuis plusieurs années. Ce que le compte-rendu du Conseil des ministres ne dit pas, c'est ce qui a effectivement été décaissé à ce jour sur ce corridor. Côté FMI, les appuis budgétaires attendus nécessitent un réaménagement du calendrier pour finaliser certaines réformes structurantes. Un passage au conseil d'administration est désormais retenu pour octobre 2026. Ce report signifie que les réformes que le fonds exige n'ont pas encore été livrées au niveau requis. La diplomatie économique est un effort réel, mais entre un engagement signé dans une salle de réunion à Washington et un décaissement effectif sur un compte à Kinshasa, il y a une distance que l'histoire récente de notre pays a appris à mesurer avec prudence. La véritable question pour nos compatriotes n'est pas de savoir si le corridor de Lobito vaut 5 milliards de dollars. Elle est de savoir quelle fraction de cette valeur restera en RDC, investie dans les provinces que ce corridor traverse, dans les emplois qu'il devrait créer, dans les taxes qu'il devrait générer. Cette fraction-là ne se discute pas dans un communiqué. Elle se négocie ligne par ligne, avec des mécanismes de contrôle que la primature a l'obligation de rendre publics. Ces négociations dans les capitales lointaines coexistent avec des faits qui se jouent sur notre propre sol. 3 grappes ce soir pour ne rien laisser dans l'ombre. Les pourparlers entre Kinshasa et la rébellion AFC M23 à Montreux, en Suisse, se sont conclus par un nouvel échec. Aucun des engagements des cycles précédents n'a été respecté. Ni le cessez-le-feu, ni la libération des détenus attendus avant le 27 avril. À peine 2 jours après la fin des discussions, les combats ont repris au Sud Kivu et au Nord Kivu. Les FARDC ont abattu un 2e drone militaire rwandais en 2 semaines dans les hauts plateaux de Fizi. Le gouvernement congolais dénonce le recrutement forcé de mineurs par la coalition M23-AFC. Montreux confirme ce que le terrain savait déjà. La paix ne se négocie pas sur le papier quand le terrain continue de parler à la poudre. Ce constat à Montreux trouve un écho à 2000 km de là, dans les couloirs de notre ambassade à Kampala. Selon des sources internes, des documents officiels destinés à l'entourage de Bertrand Bizimois, coordonnateur adjoint de l'AFC M23, ont été interceptés avant leur livraison. Les bénéficiaires présumés incluaient sa femme et ses enfants. Des agents de l'État congolais sont soupçonnés d'avoir facilité ces obtentions contre rémunération. Aucune réaction officielle de Kinshasa. Comment une rébellion active contre notre État mobilise-t-elle nos propres fonctionnaires? Cette fragilité interne trouve un écho à la frontière du Bas-Uélé, où une élue congolaise a dû aller plaider à Bangui ce que nos propres institutions devraient gérer depuis Kinshasa. En mission à Bangui pour l'investiture du président Faustin Archange Touadéra, la députée Grace Néema Païnigné, questeur adjointe de l'Assemblée nationale, a alerté le chef de l'État centrafricain sur la dégradation sécuritaire à la frontière Bas-Uélé, RCA. La majorité des groupes armés qui terrorisent nos populations dans cette zone opèrent depuis le territoire centrafricain. Éléments de la Sénéca, de la LRA et d'autres groupes actifs, avec pillage, enlèvement d'enfants et recrutement forcé. Touadéra a reconnu les limites du contrôle centrafricain et plaidé pour une coopération bilatérale renforcée par le développement d'infrastructures routières. L'opposant Jean-Marc Abound a vivement critiqué l'accord permettant à des migrants afghans expulsés des États-Unis de transiter par la RDC. Il a rappelé la disproportion. Les États-Unis couvrent 9,8 millions de kilomètres carrés pour 345 millions d'habitants, contre 2,3 millions pour la RDC et 100 millions d'habitants. Plus de 1100 Afghans à Doha refusent ce transfert. La Colombie a déjà demandé le rapatriement immédiat de ses ressortissants arrivés à Kinshasa. Le gouvernement congolais présente cet accord comme un dispositif temporaire de transit financé par Washington. Ces questions de souveraineté se posent aussi sur les marchés mondiaux, où les prix parlent directement à nos foyers. Au 16 avril, le cuivre s'établissait à 13 264 $ la tonne, en hausse de 35,5% sur un an.
le cobalt à 55 600 $, en progression de 58,4%. L'or à 4 784,7 $ l'once, plus 54% sur 12 mois. Ces niveaux représentent des recettes d'exportation potentiellement considérables pour notre pays. Mais, dans le même temps, le pétrole s'est établi à 99,4 $ le baril, plus 63% depuis décembre 2025. La RDC importe l'essentiel de ses produits pétroliers raffinés. Chaque hausse du brut est une pression directe sur le coût du transport et des biens de consommation que nos compatriotes achètent chaque semaine au marché. Cette pression sur les foyers se superpose à une question que le Kasaï pose depuis 7 ans sans réponse. Le député Justin Louépé-Mayara, élu d'Ilebo, a adressé une question orale au ministre du Développement rural sur l'abandon du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans les provinces du Kasaï et du Kasaï central. Lancé en mars 2019 pour 24 mois, ce projet prévoyait marchés ruraux, forage d'eau potable et infrastructures sociales dans plusieurs entités. Ces ouvrages sont inachevés ou abandonnés depuis plus de 7 ans. Le député demande les fonds décaissés, le niveau d'exécution réel et les responsabilités en cas de défaillance. 7 ans de marché sans toit, d'eau sans pompe, de taxes perçues sans service rendu. Ce lundi 27 avril, lors d'une marche au rond-point Quintambo-Magasin, 2 cadres du parti politique En Vol ont été interpellés par la garde républicaine. Maître Nicolas Daniel Lenga et Merdi Mazengo manifestaient contre l'accord migratoire avec les États-Unis. Le secrétaire général du parti, Maître Rodrigue Ramazani, a dénoncé sur son compte X leur arrestation arbitraire et exigé leur libération immédiate. La garde républicaine n'a pas communiqué sur les circonstances de l'interpellation. Pendant que des voix se taisent dans les rues, d'autres s'élèvent sur les réseaux pour les mauvaises raisons. L'ONG Marche mondiale des femmes tire la sonnette d'alarme face à une vague de discours haineux visant des femmes occupant de hautes fonctions en RDC. La première ministre Judith Sominois est actuellement visée par des injures et des atteintes à sa vie privée sur les réseaux sociaux. L'organisation cite aussi la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, et la première dame, Denise Nyakero. Le gouvernement a condamné ces propos le 25 avril et annoncé la saisine de la justice. Une femme qui dirige un ministère national ne paie pas de sa dignité le prix de sa compétence. Et face à ces turbulences, une initiative cherche à poser des fondations économiques plus solides. Au dernier Conseil des ministres, le ministre de la Formation professionnelle, Marc Etida, a présenté le programme Infrastructure Talent. Port Talent, Rail Talent, Road Talent et Airport Talent. 2 ans, 2 cohortes. Ingénieurs, gestionnaires de projet, techniciens de terrain. Le test sera dans l'exécution. Combien de jeunes Congolais formés dans ce programme trouveront un emploi réel dans les infrastructures que le pays s'apprête à financer? Voilà, chers compatriotes, ce que ce lundi 27 avril nous a laissé entre les mains. Posons le tout un instant, reprenons souffle et regardons ensemble ce que ces fils dessinent. Ce soir, 4 réalités se sont croisées dans cette édition. À Kinshasa, la Cour d'appel a ouvert un procès qui touche à l'argent des victimes de Kisangani. 50 millions de dollars sous examen. Des familles qui attendent depuis 1999 et un ancien ministre dont le nom surgit à la barre. Sur la sécurité publique, nous avons posé la distinction que le débat parlementaire évite, entre un budget de 2,55 milliards de dollars voté et une doctrine sécuritaire que nos rues attendent toujours. Sur les marchés financiers, la RDC a levé 1,25 milliard de dollars dans une opération historique qui engage les générations futures autant qu'elle ouvre des perspectives à la présente. Et depuis Kisangani, 99 tonnes de cuivre ont pris la route de Hong Kong, une première dans la Chopo qui murmure ce que l'Est tout entier pourrait devenir si la paix revenait vraiment. Patrice Lumumba écrivait à sa femme Pauline la veille de sa mort. L'histoire dira un jour son mot. Ce mot
nous l'écrivons chaque soir avec les faits que nous posons sur la table. Un peuple qui connaît son histoire ne peut pas être trompé indéfiniment. Gardons ce fil. Demain, nous serons à nouveau là. D'ici là, sur notre chaîne YouTube, retrouvez notre analyse « Les accords de Washington décryptés », ainsi que l'argent des guerres, 2 dossiers directement liés à ce que nous avons couvert ce soir sur le FRIVAO et les circuits financiers qui saignent notre nation. Ces émissions sont librement disponibles à tout moment. Que Dieu garde la République démocratique du Congo et chacun d'entre vous. C'était Denise pour Inside News RDC. Je vous souhaite une bonne soirée.